Bonjour à tous et bienvenue dans ce 42e épisode de Divergence. Alors aujourd'hui, on va encore vous parler du conflit ou de la guerre, même je devrais dire, entre l'Iran et Israël. On va vous en parler, ceci étant sous un prisme un peu différent. On va vous parler des réactions des deux grandes superpuissances que sont la Russie et les États-Unis, comment Trump et comment Vladimir Poutine voient ce conflit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez suivre, notamment sur la question de l'Iran, le canal de Fabrice Sorlin. Fabrice, tu es extrêmement prolixe sur l'actualité justement Israël-Iran sur Telegram. Dans la barre de recherche, vous tapez Fabrice Sorlin et vous arrivez sur son canal. Et puis, vous avez pu suivre vendredi soir sur RT en français Xavier Moreau qui nous parlait de la grande messe annuelle qui a lieu à Saint-Pétersbourg, du SPIF. Xavier, quels étaient les thèmes qui étaient vendredi dans ton émission ? On a eu des déclarations assez intéressantes disons que sur ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg. Notamment, on a eu Madame Nabiullina, qui est la directeur de la Banque centrale, qui a parlé des problèmes économiques de la Russie, mais également Silvanov, le ministre des Finances, Reshetnikov, le ministre du Développement économique. Donc, ils font le constat que la situation économique est quand même tendue en Russie. C'est lié bien sûr aux taux d'intérêt qui sont très élevés de la Banque centrale. On est à 20% de taux d'intérêt. Et donc après, des différentes écoles s'affrontent. Certains disent qu'il faudrait baisser les taux d'intérêt, d'autres qu'il faut les maintenir parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre et que si jamais les entreprises commencent à trop investir, ça va provoquer une inflation incontrôlable. Voilà. Donc c'était un peu sur ces débats-là, sur ces idées-là que nous avons débattu. Alors, le malheur des uns fait le bonheur des autres. 20% de taux d'intérêt, c'est une bonne chose, notamment pour celles et ceux qui veulent venir investir leurs économies en Russie. Vous voyez, il y a des taux d'intérêt extrêmement intéressants pour vos placements. Donc, je vous engage à regarder dans le descriptif de cette vidéo, notamment comment faire pour prendre plus d'informations sur la possibilité de poser vos économies en Russie et de bénéficier justement de ces 20 à 23%. Voilà. Tout de suite, jingle, et on démarre dans l'actualité avec les déclarations de Trump, de Poutine, même on parle un petit peu de la Chine sur le conflit, la guerre qui oppose l'Iran à Israël. Tout de suite, générique. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? J'ai été mis en cause par le pédophile comme et j'ai le droit de répondre. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances. J'espère que le gâteau était bon. Win, yes, need the no to win, against the no. Je suis le bruit et la fureur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Jeanne, au secours! Au revoir. Alors messieurs, puisqu'on parle de poudre de perlimpinpin, on l'a appris cette nuit. Je rappelle à nos auditeurs qu'on enregistre vendredi matin. Le patron de l'AIEA ou de l'IEA, je ne sais plus comment on le dit, est passé sur CNN et a indiqué que pour lui, il n'y avait aucune véritable preuve qui indiquait que l'Iran avançait fortement dans le cadre d'un projet nucléaire militaire. Donc, messieurs, on est un petit peu dans l'Irak 2.0, non ? C'est un petit peu les mêmes effets que la fameuse petite poudre magique qui avait été présentée à l'époque pour justifier la guerre, non ? C'est-à-dire que non seulement Grossi, donc le directeur de l'AIEA, a déclaré qu'il n'y avait rien qui permettait de dire que l'Iran était non pas avait une bombe nucléaire, c'est sûr qu'elle n'en a pas, mais était même en train de se la procurer. Mais c'est la directrice aussi des renseignements américains, Tulsi Gabbard, qui elle-même a déclaré que les renseignements américains n'avaient aucune preuve d'une quelconque volonté de fabrication d'une bombe nucléaire par l'Iran. Et malgré tout, Trump a préféré écarter les déclarations de Tulsi Gabbard et a dit « Moi, je m'en réfère
à ce que Netanyahou me dit, et Netanyahou me dit que l'Iran est en train de se procurer une bombe nucléaire, donc voilà, il soutient l'attaque israélienne contre l'Iran. Et ça, c'est on va dire, un revirement à 180 degrés de la politique trumpiste, puisqu'on se souvient qu'en 2019, Trump est celui qui avait déclaré que l'implication des États-Unis au Moyen-Orient avait été la plus grosse faute de l'histoire des États-Unis. Donc ça, c'est 2019. Et 2025, un soutien massif à l'attaque israélienne à l'encontre de l'Iran pour une raison qui n'existe pas. Et tu as bien fait de mentionner la fiole avec les armes de destruction massive irakiennes, parce qu'on est exactement dans le même scénario. Et de toute façon, je pense que plus on va avancer, plus on va voir le narratif des Occidentaux, et notamment des Américains et des Israéliens, va être exactement le même que celui qu'il y a eu à l'époque de l'invasion de l'Irak. Alors Xavier, justement, Fabrice fait la transition parfaite. On va parler un petit peu de Trump et de Poutine. On va parler de Trump en premier parce que il a été au cœur de l'actualité. Fabrice disait, Tulsi Gabbard, qui a été nommée par Trump, qui est quand même une des postes les plus importants de l'équipe Trump, elle va à l'encontre de ce narratif. Trump a botté en touche et l'a même remise, je dirais, l'a renvoyé à ses leçons publiquement. Donc c'est quand même assez surprenant en termes de communication. On voit aujourd'hui du côté de Trump qu'il y a quand même, sur la question de l'Iran et d'Israël, une pression qui est faite en interne entre le mouvement MAGA qui ne veut pas rentrer dans ce conflit et une partie des républicains, on va dire, non MAGA, qui eux poussent justement les États-Unis à devenir un pays co-belligérant de ce conflit. Il y en est où, Trump ? Les dernières informations sont plutôt rassurantes, puisque après avoir déclaré qu'il allait prendre la décision dans 24-48 heures, finalement, hier, on a eu le porte-parole de la Maison-Blanche, Madame Leavitt, qui a dit qu'il prendrait sa décision dans les 2 semaines qui viennent. 2 semaines, pour Israël, ça va être compliqué, puisque aujourd'hui on assiste à je dirais, un programme quotidien ou nocturne où il y a Israël qui bombarde en gros le jour, et la nuit, c'est l'Iran qui bombarde. Et l'Iran bombarde efficacement. Pas avec énormément de vecteurs, mais tous les jours que Dieu fait, eh bien, c'est, je dirais, un coup dur pour Israël, parce que on s'aperçoit que le régime ne s'est pas effondré, parce que c'est très bien de parler du nucléaire, mais le nucléaire était un prétexte. La véritable raison pour laquelle Netanyahou est rentré en guerre contre l'Iran, c'était pour obtenir un changement de régime. Il a, je pense, surévalué l'impact de la chute de Bachar el-Assad, et ça m'a beaucoup rappelé d'ailleurs la séquence qu'on a connue en avril 2022, où l'OTAN est rentré en guerre contre la Russie, en estimant que avec les sanctions, eh bien, et en sous-estimant l'armée russe, en gros, la Russie ferait faillite, et que les gens seraient dans la rue, et que Poutine serait chassé du pouvoir, et que Navalny serait président, et qu'il pourrait découper la Russie en morceaux, comme ils en rêvent depuis des siècles. Donc, tout ça ne s'est pas produit, et je pense qu'on est à peu près au même scénario vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire que vis-à-vis de Netanyahou, pardon, et donc Trump s'est fait piéger dans cette affaire-là. Il a réagi à la Trump, c'est-à-dire en racontant tout et n'importe quoi. Il y a eu une phase qui était plutôt inquiétante, puisque évidemment, si Trump rentre en guerre contre l'Iran, c'est la fin du Trumpisme, c'est la fin du Make America Great Again. Je pense qu'aujourd'hui, ce scénario peut être relativement écarté. Je pense que le pire qui pourrait arriver, c'est ce qu'on a eu en mars-avril 2018, lorsque Trump était au pouvoir, et que, en fait, il y a eu encore une accusation, je crois, d'utilisation d'armes chimiques absolument pas prouvées, hein, comme ce dont on vient de parler, comme en Irak, comme là le projet nucléaire, iranien, ou alors à ce moment-là, Trump a bombardé la Syrie. Sans que ça n'ait absolument aucun résultat tactique, ni stratégique, ni quoi que ce soit. Et après, il s'en est lavé les mains. Donc, je pense que c'est peut-être le pire qui pourrait nous attendre, c'est qu'un bombardement symbolique sur l'Iran, et puis après, un accord. Et après, il y a le scénario que j'ai un peu défini comme le scénario idéal, c'est-à-dire que on arrive à un accord entre Téhéran et Washington grâce à Moscou.
qui se porterait garant, et c'est ce qu'a proposé Vladimir Poutine, qui se porterait garant, on va dire, du programme nucléaire civil iranien, ce qui est d'ailleurs plus ou moins déjà le cas, puisque dans l'accord entre l'Iran et la Russie, il y a une clause qui fait que si l'Iran veut acquérir l'arme nucléaire, la Russie se retire. Donc, d'ailleurs, les réacteurs qui sont en ce moment construits ou maintenus par la Russie n'ont pas été touchés par les bombardements israéliens. Donc, je pense qu'on est plutôt sur une voie d'apaisement que je pense que peut-être que le plus dur est derrière nous. On ne peut pas être à 100% garanti parce que derrière, en plus, il y a Netanyahou qui joue sa peau. Donc, lui, il va être prêt à aller jusqu'au bout. Alors, jusqu'au bout, qu'est-ce que c'est que le bout? Est-ce qu'il va balancer une bombe nucléaire sur Téhéran? Ça, personne ne le sait. Mais c'est aussi peut-être un sujet qu'il faudra aborder. C'est que c'est bien l'Iran a signé le traité de non-prolifération nucléaire, mais Israël non. et Israël possède l'arme atomique. Donc et ne reçoit pas l'AIEA. Donc, c'est un peu une aversion accusatoire aussi dans cette affaire. On pourra en parler. Alors, justement, c'est intéressant parce que tu parlais éventuellement d'une frappe, en tout cas mineure. Ceci étant, Fabrice, je voyais sur ton canal ce matin, avant le début de cette émission, que tu as relayé une information. Alors, sur quelle chaîne? Sur Fox News, je crois, oui. Qui indique que alors, il faut toujours prendre ça entre parenthèses, mais de sources intérieures, le président Trump n'exclurait pas potentiellement une frappe nucléaire tactique. Alors, en fait, effectivement, il faut le prendre avec des pincettes. Hein. Ça peut très bien être du bluff. Et puis, on sait que les médias mainstream, ils sont plus sérieux aux États-Unis qu'en France, mais ça reste des médias mainstream. Donc, c'est juste une information comme une autre. Mais ceci étant, je crois que le point important dans toute cette affaire, c'est bien de comprendre que Trump a soutenu une attaque israélienne contre l'Iran, donc un déclenchement d'une guerre israélienne contre l'Iran, que Israël ne peut pas gagner tout seul. Et ça va être le vrai dilemme, le vrai fond du problème pour Trump aujourd'hui. C'est-à-dire que, à mon sens, lorsque Israël a lancé son attaque vendredi dernier contre l'Iran, elle avait clairement extrêmement bien planifié son coup. Et non pas depuis des semaines ou des mois, mais depuis des années. Parce qu'une grosse partie des attaques qui ont eu lieu le vendredi dernier, ont eu lieu à l'intérieur même de l'Iran. L'Iran a été infiltré par des agents du Mossad, a été infiltré par des migrants en provenance d'Inde et d'autres pays qui ont été achetés par le Mossad et qui ont œuvré sur place depuis des années en créant des bases de lancement de drones, etc. Et donc, il y a une coordination assez extraordinaire, et ça, on peut souligner quand même l'efficacité à chaque fois du Mossad lorsqu'elle fait des coups comme celui-ci. En termes, je veux dire, purement techniques, c'était assez incroyable. Ils ont d'abord, de l'intérieur de l'Iran, envoyé des drones qui ont détruit les systèmes antiaériens, et ensuite, bombardement depuis l'extérieur. Et je crois que Israël pensait vraiment donner un coup fatal à l'Iran à ce moment-là. Je pense qu'il s'attendait à une guerre extrêmement courte et que sur quelques jours, et notamment avec ce fameux vendredi noir pour l'Iran, derrière, ça allait probablement provoquer des secousses sismiques politiques très importantes et pourquoi pas renverser donc l'ayatollah et le gouvernement en place. Ils se sont trompés là-dessus. Et derrière, on a vu les répliques extrêmement importantes de l'Iran. Et je crois que toute la stratégie de l'Iran, c'est justement de vouloir faire durer la guerre le plus longtemps, parce que sur une guerre d'usure, l'Iran est beaucoup plus solide qu'Israël. Israël a manqué son coup, clairement, sur cette fameuse attaque, et aujourd'hui, elle est obligée de demander de l'aide, à la fois aux États-Unis, bien sûr, principal sponsor, et à la fois aux Européens. Et donc, Trump va se retrouver dans une situation, à mon avis, très compliquée, qui va être de se dire, à la fois, il a soutenu cette attaque, il l'a dit lui-même, qu'il avait soutenu cette attaque, alors même, il faut le préciser, qu'il était en négociation indirecte avec l'Iran et qu'une sixième rencontre devait avoir lieu à Oman. Donc, pendant qu'il négociait avec l'Iran, il a autorisé cette attaque, et aujourd'hui, il va se retrouver dans la situation où
à mon avis, à mon sens, il ne peut pas ne pas continuer à soutenir Netanyahou et Israël parce qu'il a autorisé cette attaque et qu'il ne peut pas se permettre qu'Israël perde cette guerre. Donc là, je crois qu'il est dans une situation très inconfortable, ce qui explique ce que rappelait Xavier tout à l'heure, le fait que je crois qu'il a envie, en tout cas moi je pense qu'il a envie de soutenir Netanyahou, mais d'un autre côté, il traîne la patte parce qu'il sait qu'il va s'enfoncer dans un bourbier, dans une guerre longue voulue par l'Iran, et que sa base électorale ne suivra pas, d'autant plus que, et je finirai par ça, que l'Iran a bien plusieurs fois souligné que si jamais les États-Unis attaquaient l'Iran fermerait le détroit d'Ormuz par lequel passe 20% du pétrole mondial, plus le gaz naturel liquéfié. Et donc, il va y avoir une crise économique majeure qui va se répercuter aux États-Unis. Et ça, je pense que ça va déplaire énormément à l'électorat trumpiste. Alors, est-ce qu'il l'a autorisé ou plutôt est-ce qu'il ne l'a pas empêché? C'est une question de sémantique. Xavier Moreau, finalement, c'est exactement ce que dit Fabrice. Les États-Unis sont dans une situation où, inéluctablement, ils sont militairement obligés de soutenir Israël parce qu'Israël on le voit notamment avec un dôme de fer qui n'est pas aussi efficace que ce qui était annoncé. Les États-Unis sont obligés de fournir du matériel militaire, sont d'ailleurs en train, on le voit, d'approcher leur flotte navale des côtes du Moyen-Orient. Ceci étant, aux États-Unis, il y a quand même une pression énorme. On rappelle le fameux slogan No Boots on Ground. Les Américains ne veulent pas voir des militaires américains sur le terrain, une infanterie, pourrait-on dire. Ils ne veulent surtout pas voir de cercueils qui reviennent avec des soldats américains. Ça laisse quoi comme marge de manœuvre à Trump militairement? Pas grand-chose. Je pense que c'est pour ça qu'il n'ira pas. C'est-à-dire que, en fait, déjà, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que les États-Unis sont incapables de renouveler l'invasion de l'Irak. À l'époque, l'armée américaine était encore capable de déployer 250 000 hommes. Il y avait des alliés comme l'Angleterre, la Pologne, qui ont pu rajouter entre 50, je crois, et 70 000 hommes de mémoire. Donc, en gros, c'était 300 000 hommes sur le terrain avec un flux logistique continu, une supériorité aérienne totale parce que il n'y avait aucun système qui pouvait mettre en danger cette supériorité aérienne en Irak. Aujourd'hui, même si effectivement la défense antiaérienne iranienne a été touchée, il est très risqué de survoler le territoire iranien. D'ailleurs, le territoire iranien n'a pas été survolé. Les missiles qui ont été lancés par Israël ont été faits à partir du territoire syrien. Donc, en fait, les moyens militaires de Washington sont extrêmement limités. Donc, la seule chose que peut faire Washington, c'est de livrer du matériel à Tsahal et peut-être une action aérienne qui sera extrêmement risquée. Hein. On parle beaucoup en ce moment du GAB 57. GBU 57, GBU 57 qui est une bombe anti-bunker, mais elle n'a jamais été testée en temps réel et c'est une bombe gravitationnelle, donc il n'y a pas de booster. Donc, c'est-à-dire qu'elle est précise, mais il faut survoler le territoire iranien. Et donc, il faut faire survoler le territoire iranien par un bombardier B2 qui coûte 2 milliards de dollars et qui peut être abattu, comme a été abattu l'avion invisible F-117 par les Serbes qui ont utilisé un vieux système, je crois que c'est un S-200 soviétique et un four à micro-ondes pour le piéger. Donc, si jamais il y avait un B2 abattu au-dessus de l'Iran, c'est la fin du programme B2. C'est une remise en cause de toute la technologie furtive qui, à mon avis, est loin d'être ce qu'on nous annonce qu'elle est. Donc, ce serait extrêmement risqué, y compris de déployer l'aviation et surtout déployer l'aviation si derrière il n'y a pas d'attaque au sol, ça n'aboutira à rien. Je rappelle que entre la première invasion de l'Irak en 1990 et la suivante, donc qui a eu lieu en 2003, donc pendant 23 ans, régulièrement, l'Irak a été bombardé par les Anglais et par les Américains, et ça n'a pas fait tomber Saddam Hussein. Et contrairement à ce qu'espérait effectivement, comme l'a dit Fabrice, Netanyahou, ça n'a pas affaibli, l'effondrement du régime des Mollahs
n'a pas été provoquée par leur opération. Ils ont largement, exactement encore une fois, comme en avril 2022, l'OTAN a sous-estimé la Russie, la solidité de l'économie et du pouvoir russe. Eh bien, là, il y a une sous-estimation du pouvoir des gardiens de la révolution, des mollahs, de ce que vous voulez. Voilà, donc je pense que Trump, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'interviendra pas, c'est qu'il ne peut pas faire grand-chose. Et ensuite, il faut voir, c'est que l'Iran déploie des moyens bon marché, comme les Russes d'ailleurs, et que pour arrêter toutes ces frappes, eh bien, Tel Aviv utilise des systèmes antiaériens qui coûtent une fortune. Les systèmes comme le SAD, c'est millions de dollars à chaque tir, en fait. Donc, 9 millions de tirs. Voilà, donc en fait, si jamais, et c'est ce dont on a l'impression, l'Iran décide de mener une guerre d'usure, je dirais que l'Iran a gagné d'avance, parce que les États-Unis, qui sont quand même au bord de la faillite, comme la France, n'ont pas les moyens financiers de soutenir une guerre de long terme pour Israël. Et surtout, avec quoi comme but stratégique? Le but stratégique, c'était un changement de régime. Visiblement, ce n'est pas en train de se passer. Et celui qui lui dit, c'est Vladimir Poutine. Il a donné une conférence de presse, c'était il y a quelques jours, dans le cadre du Forum économique de Saint-Pétersbourg, et il a dit, de ce que l'on sait, donc c'est par les renseignements russes, il y a au contraire une consolidation de la société derrière le régime actuel. Donc, parce qu'en fait, quand on est attaqué, c'est ce que je disais dans mon dernier bulletin, je veux dire, les monarchistes, ils ont soutenu la République en 1914 parce qu'il ne s'agissait pas de la République, il s'agissait de la France. Et c'est même peut-être la même chose en 1939, 1940. Il y a une union sacrée qui se fait, et parce qu'on est attaqué par une puissance extérieure. Et quoi qu'il arrive, même si effectivement il y a à l'intérieur notamment à Téhéran, il y a des gens qui aimeraient bien libéraliser le régime, qui en ont assez de la révolution islamique, malgré tout, quand vous êtes attaqué par quelqu'un à qui vous n'avez rien fait, parce que la réalité c'est ça, et en plus maintenant avec la déclaration de Grossi, les choses sont claires, eh bien évidemment que là il y a eu un sentiment d'injustice et qui fait qu'on serre les coudes derrière le régime. Donc c'est je pense que c'est une grave erreur de Netanyahou, et je pense que Trump, là, en l'état, le scénario le plus probable, c'est que Trump n'ira pas, sauf peut-être une frappe symbolique, encore une fois, comme en 2018 en Syrie. Bon, alors là, je pense que la question d'un État qui n'a rien fait, pour l'Iran, on pourrait en débattre. Ça pourrait faire le thème d'une émission, parce que je rappelle que l'Iran, depuis, je crois, 1970, n'a jamais varié une once de sa politique sur Israël en indiquant qu'il souhaite détruire, quoi qu'il arrive, Israël. Donc, bon, on pourra en discuter. Juste avant de passer justement à la question de Poutine, puisque tu as presque fait la transition, Xavier. Dernier petit mot, Fabrice. Je suis extrêmement surpris par la réaction des pays du Moyen-Orient. Alors, la Syrie, elle, a adoubé Israël. Les meilleurs amis de Xavier, les terroristes modérés, ont ouvert le ciel à Israël pour aller bombarder l'Iran. Les autres pays sont quand même assez discrets, MBS, etc. On l'a entendu le premier jour, mais finalement plus trop depuis. L'Arabie Saoudite a condamné. Oui, l'Arabie Saoudite a condamné. En fait, ils ont quand même tous condamné, parce que le problème qu'ils voient, eux, sur le court ou moyen terme, c'est le fameux détroit d'Ormuz. Si les États-Unis rentrent en guerre contre l'Iran et que l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, c'est tout le pétrole qui vient d'Arabie Saoudite, du Qatar, des EAU, d'Irak et du Koweït, qui vont être bloqués à l'intérieur du Golfe Persique. Et donc ça, c'est un effondrement. En tout cas, ça va tanguer économiquement pour tous ces pays. Et c'est la raison pour laquelle, justement, je crois que ces pays-là ont condamné l'attaque israélienne. Maintenant, comme bien souvent, pareil pour le massacre des Gazaouis, on condamne, mais c'est jamais suivi des faits. Et c'est bien ça le fond du problème, c'est que la plupart des pays qui aujourd'hui ont condamné l'agression israélienne sur l'Iran n'ont rien fait. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été suivi d'actions, on va dire, vraiment probantes. Voilà, mais je voudrais rajouter quelque chose sur ce que disait Xavier tout à l'heure par rapport au changement de régime en Iran voulu par Israël et par les Américains. Je suis
évidemment tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Xavier, mais je voudrais rajouter un point, c'est que non seulement, effectivement, il y a une sorte d'union sacrée qui se crée à chaque fois qu'un pays est attaqué, mais je voudrais aussi parler quand même d'un autre point spécifique à l'Iran, c'est la force de résilience et de caractère des Iraniens, qui est quand même issue d'une longue lignée historique des Perses, etc. Et d'autre part, dans un monde, dans le monde plus moderne, c'est quand même un pays qui est sous sanction depuis 45 ans. Depuis 1979, le pays est sous sanction. Ces sanctions ont été aggravées en 1995, et puis après, régulièrement, on a eu des nouveaux traits de sanctions. Et donc, c'est un pays dont la population a l'habitude d'avoir certaines privations. Et je crois que c'est ce que Netanyahou a sous-estimé. Il a pensé effectivement qu'en créant du désordre dans ce pays-là, il allait pouvoir créer des révoltes. Mais en fait, le pays et les Iraniens sont prêts à encaisser ces difficultés. En revanche, je pense que les Israéliens ne sont pas prêts à encaisser un tel niveau de souffrance. Et on voit que depuis à peine une semaine, donc début du conflit, il y a énormément d'Israéliens qui sont en train de fuir le pays. Alors, ils ne peuvent plus fuir le pays par voie aérienne parce que les aéroports ont été bombardés ou pour des raisons de sécurité ont été fermés. Mais il y a énormément de bateaux qui partent d'Israël pour aller à Chypre. D'ailleurs, en dépensant, les Israéliens sont prêts à dépenser des sommes énormes. Je crois que j'ai un ami qui est à Chypre qui m'a dit que ça coûtait entre 20 et 30 000 dollars le passage pour fuir Israël. Et donc, je crois en fait que le vrai problème auquel est confronté Netanyahou, c'est que, en quelque sorte, même si militairement on ne peut pas dire qu'il a encore perdu la guerre, mais sur le moyen et long terme, il a perdu cette guerre. Parce que le projet israélien qui consistait à attirer les Juifs du monde entier est en train, en fait, de se vider de son sens, puisque c'était soi-disant le pays un petit peu où on allait avoir un développement économique très important, le pays le plus sécurisé du monde avec le dôme de fer, avec le système THAAD, avec la fronde de David, enfin toutes ces couches de protection anti-aérienne, et que le peuple juif allait pouvoir vivre tranquillement dans une osmose dans ce pays. Et en fait, en transperçant ces différentes couches aériennes et en arrivant à bombarder des villes comme Haïfa, comme Tel Aviv et des points névralgiques, les Iraniens ont créé une peur au sein du peuple israélien qui n'a pas l'habitude de recevoir des bombes. Il n'a pas l'habitude de la souffrance. Et aujourd'hui, ou en tout cas sur les récentes années, je veux dire. Et je crois que le peuple israélien, aujourd'hui, a été surpris par cette réaction, a peur et est en train de fuir Israël. Et ça, déjà, pour moi, c'est déjà la preuve que Netanyahou a perdu son pari, parce que si les Israéliens commencent à partir et à émigrer d'Israël, le projet n'est plus viable. Et il ne sera d'autant moins viable que plus le temps va passer dans cette guerre, moins Israël sera capable de tenir à la fois au niveau économique et à la fois au niveau du complexe militaro-industriel, puisque Israël a très peu de capacité de fabrication d'armement. En fait, tout dépend des États-Unis. Et donc, je vois mal comment Netanyahou va s'en sortir aujourd'hui si l'Iran mène cette guerre d'attrition sur le long terme, ce qu'elle est en train de faire. Et c'est ce qui rend Netanyahou, à mon avis, dangereux aujourd'hui, c'est qu'il va être acculé à un niveau, il ne peut pas perdre le projet israélien, et donc, que va-t-il faire derrière en seconde étape? Ça, c'est la grande question, parce que les enjeux sont tellement importants pour lui qu'à mon sens, il est capable de tout pour pouvoir sauvegarder son pays. Eh ben, merci beaucoup, Fabrice. On va faire la petite transition et puis on va parler de Vladimir Poutine et de la Chine. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que on fait pas la transition alors. L'Iran est conscient de ce que dit Fabrice. Il faut voir sur quoi ils ont frappé ces 2 derniers jours. Enfin, c'était il y a 3-4 jours. C'est-à-dire qu'ils ont frappé le centre d'affaires et tout ce qui est la tech, c'est-à-dire par exemple le bâtiment de Microsoft a été touché. Donc c'est-à-dire que le rêve de Silicon Valley, Israël devait devenir la Silicon Valley du Moyen-Orient. Eh bien, en fait, ce rêve est mort parce que tout le monde est en train de s'en aller et l'Iran en plus sait très bien sur quoi taper.
Donc c'est quelque chose, en fait, Netanyahou est en train de détruire Israël. Et c'est ce qu'on avait dit tout au début, on avait parlé de ça sur cette émission, je l'avais dit. Ceux qui pensaient soutenir Israël en soutenant Netanyahou n'ont absolument rien compris sur ce qui allait se passer et donc sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Merci beaucoup, messieurs. Même si pour finir sur la question de la tech au Moyen-Orient, eh bien, Dubaï, depuis de nombreuses années, s'est extrêmement développé et est le véritable hub de la région. Allez, tout de suite, cette fois, transition. Allez, une transition qui vous indiquait que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez faire un like à cette vidéo, mettre un petit commentaire. Vous avez été très nombreux la semaine dernière à nous suivre. Merci 1000 fois. On a vu beaucoup de commentaires. C'est un sujet qui passionne et qui enflamme. On l'a vu dans les commentaires. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne. Vous pourrez retrouver les différents programmes. Vendredi, vous l'avez vu en live, on avait Nicolas Mirkovic qui nous parlait de Trump. Trump a-t-il perdu sa base? Ça va un petit peu en complément de cette émission. Et vous aurez toutes les semaines les différents programmes de Divergence. Xavier, c'est à toi que j'ai posé la question. Vladimir Poutine, notamment au SPIF, a abordé la question du conflit entre Israël et l'Iran. Il s'est entretenu téléphoniquement avec son homologue chinois Xi Jinping. C'est quoi à peu près la tendance côté russe sur ce conflit? C'est un peu la position habituelle de la diplomatie russe, c'est-à-dire essayer de faire le médiateur. Donc la Russie pourrait le faire. D'ailleurs, Vladimir Poutine l'a proposé en disant qu'il y avait une solution qui garantirait à la fois la sécurité de l'État d'Israël et en même temps la pérennité du programme nucléaire civil iranien. Comme je l'ai dit au début de l'émission, les Russes sont partie prenante dans ce projet. Le programme civil est lié fondamentalement à la Russie. Donc la Russie a proposé clairement sa médiation. Trump n'a pas exclu d'ailleurs une médiation de la Russie. On peut souligner qu'il y en a un qui n'en veut pas, c'est Emmanuel Macron. Mais bon, son avis compte pas beaucoup, voire pas du tout, puisque effectivement, c'est pour ça que moi j'appellerais ça le scénario idéal, c'est-à-dire un accord nucléaire iranien avec la Russie comme garant, ce qui remettrait la Russie en plein milieu, au centre des relations internationales, et ce qui contribuerait, je dirais même, à accélérer la résolution du conflit en Ukraine. Et c'est ce qui fait très peur Emmanuel Macron, puisque lui, une fois de plus, il arrive pour essayer de se poser comme intermédiaire. Le problème, c'est que là, comme sur le conflit en Ukraine, il ne peut pas être intermédiaire, puisqu'il a pris parti. Encore une fois, la réaction au moment de l'agression israélienne contre l'Iran d'Emmanuel Macron et de la plupart des pays européens, c'était de dire Israël a le droit à sa sécurité. Donc, ce qui est aussi quand même assez gonflé, puisque une des raisons pour lesquelles la Russie est rentrée en guerre contre le régime de Kiev, la raison principale, c'est la persécution des minorités russes, voire des majorités russes en Ukraine et dans le Donbass en particulier. Mais l'autre raison, c'est parce que Zelensky venait de demander l'arme nucléaire à la conférence de Munich qui précédait le février 2022. Donc, en fait, si jamais on estime que l'agression d'Israël contre l'Iran est justifiée pour se protéger de l'acquisition par l'Iran de l'arme nucléaire, alors que l'Iran officiellement n'en veut pas et laisse venir l'AIEA et la laisser examiner tous les endroits où il y a la recherche sur le nucléaire, dans ce cas, que penser de l'opération militaire spéciale, sachant que Zelensky avait, lui, alors que l'Ukraine est signataire du traité de non-prolifération, Zelensky avait demandé qu'on lui donne l'arme nucléaire publiquement. Donc évidemment, tout ça, ça montre une fois de plus le deux poids deux mesures. Mais cela dit, pour revenir à ta question, je pense que la Russie a effectivement une carte à jouer parce qu'elle est présente en Iran. Et d'ailleurs, il est clair qu'aujourd'hui, Trump parle à Poutine et que la solution viendra peut-être des deux grands, ce qui serait un camouflet pour Netanyahou, un camouflet pour les puissances européennes. Cela dit, au moment où, en ce moment, il y a des discussions entre les affaires étrangères iraniennes et des ministres des affaires étrangères européens, a priori allemands, anglais et français. Donc eux aussi ne veulent pas, malgré leur soutien affiché à Israël, ne veulent pas une montée en tension parce que ce seraient les premières victimes de la fermeture du détroit d'Ormuz aussi.
bien se rendre compte. L'Amérique a sa production. Il y aura une augmentation des prix du marché. On parle de 200-300 $ le baril. Mais ceux qui seraient principalement touchés, ce seraient ceux qui sont totalement dépendants ou très largement dépendants des livraisons du Moyen-Orient. Les États-Unis sont presque totalement autosuffisants en matière de pétrole. La Russie est exportateur, mais en plus, comme les Européens ont renoncé au pétrole russe, la fermeture du détroit d'Ormuz aura pour la consommation européenne des conséquences catastrophiques. Donc je crois que c'est quelque chose sur lequel on peut compter, c'est que je pense que autant les Européens veulent faire la guerre le plus longtemps possible contre la Russie par proxy ukrainien interposé, autant dans le Moyen-Orient, là finalement personne ne veut, du côté européen, ne souhaite une escalade, même si il y a évidemment une soumission au groupe de pression pro-israélien dans toute l'Europe. Fabrice, s'il y avait d'aventure une frappe américaine, à ton avis, quelle serait la réaction russe au-delà des mots? C'est une frappe de quel type? Une frappe nucléaire, puisque certains en parlent, une frappe sur la fameuse bombe anti-bunker. Tout va dépendre en fait de quel genre de frappe, tout va dépendre des conséquences. Ce qui est sûr, c'est que ça va être condamné non pas juste par la Russie, mais par toute la communauté internationale sera contre. Mais je crois surtout que de toute façon, ça réglera aucun problème, puisqu'encore une fois, pour régler le problème définitif en Iran, c'est-à-dire le changement de régime voulu par Trump et par Netanyahou, il faudrait qu'à un moment ou à un autre, les Américains et les Israéliens aillent au sol, et ça, bien évidemment, c'est hors de question, jamais ils le feront. Il y a à peu près aujourd'hui l'armée iranienne, je crois, de mémoire, que c'est aux alentours de 800 000 personnes, si on compte les gardiens de la Révolution plus l'armée régulière. Je pense même que ça doit être aux alentours de 900 000, qui aujourd'hui auraient la possibilité d'attaquer ce pays par voie terrestre, surtout que, j'en avais déjà parlé dans cette émission, l'Iran est une forteresse naturelle, entourée soit par des montagnes, soit par des déserts. Ça va être extrêmement compliqué. Et donc, pour revenir un petit peu à ta question, une condamnation totale et surtout des conséquences politiques majeures, parce que si jamais Netanyahou ou Trump utilisent une bombe tactique nucléaire, là, c'est la porte ouverte pour l'Ukraine et pour tout un tas d'autres conflits. C'est ce pays-là qui n'est pas censé avoir la bombe nucléaire, puisque Israël n'a jamais fait partie du programme de l'AIEA, etc. Mais tout le monde sait qu'Israël a la bombe nucléaire. Si elle l'utilise, passera forcément dans la catégorie des États voyous, avec le soutien de Trump. Donc, en fait, tout ça, ça me paraît quand même pas... J'imagine mal en fait qu'ils puissent utiliser la bombe nucléaire. Maintenant, la bombe anti-bunker, on en a parlé. Moi, je pense que c'est une option qui est toujours sur la table. Mais même si les États-Unis font ça, ça changera pas grand-chose à la fois pour l'Iran. En revanche, je pense que la Russie et la Chine non seulement condamneront, mais peut-être d'une façon ou d'une autre rentreront. Alors, non pas directement dans le conflit, ça, j'y crois pas du tout, mais par contre, peut-être aideront l'Iran au même titre que la Chine a aidé le Pakistan contre l'Inde. C'est-à-dire qu'il faut bien aussi quand même mesurer l'importance que l'Iran a à la fois pour la Russie et pour la Chine en termes économiques. D'une part, la Russie a signé un accord stratégique sur 20 ans économique, alors de défense, mais pas de défense mutuelle en cas d'agression, mais en tout cas de formation d'officiers, d'exercices militaires conjoints, etc. Donc sur 20 ans, la Chine a fait sur 25 ans et s'est engagée sur 400 milliards de dollars d'investissement. Et il faut voir aussi l'emplacement stratégique qu'occupe l'Iran aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Iran, elle est au carrefour des nouvelles grandes routes de commerce internationaux. Elle est à la fois sur la route du projet du corridor nord-sud voulu par les Russes qui va de Saint-Pétersbourg jusqu'en Inde, et sur les nouvelles routes de la soie voulues par la Chine, de la Chine à l'Europe, ça va aussi passer par l'Iran. Et la Chine ne laissera pas
à mon sens, l'Iran se faire désagréger comme le veut Netanyahou ou le veut Trump, ils vont l'aider d'une façon ou d'une autre, peut-être avec du renseignement, peut-être en leur fournissant des missiles aériens. C'est ce dont aujourd'hui, de toute façon, l'Iran a le plus besoin. Mais n'oublions pas qu'il y a 2 jours à peine, Vladimir Poutine a déclaré justement au SPIF que pour le moment, l'Iran n'avait fait aucune demande. Donc apparemment, l'Iran aujourd'hui a l'air de savoir ce qu'ils font. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que d'une façon ou d'une autre, je pense que si l'Iran était vraiment en situation dans une mauvaise situation, la Russie ou la Chine, d'une façon ou d'une autre, pourraient aider l'Iran, probablement par du renseignement et, comme je l'ai dit, peut-être aussi par des missiles, livraison de missiles antimissiles ou systèmes de missiles anti-aériens. À noter d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis, qu'il y a 2 jours, la Russie a envoyé une fusée dans l'espace et que ça a été déclaré par le ministre de la Défense. Donc, et que c'était indiqué que le satellite, ou en tout cas ce qui est envoyé dans l'espace, à des fins militaires. Donc ça pourrait être effectivement notamment sur du renseignement. Xavier, pour finir cette émission, petite question. La Russie a une énorme diaspora juive sur son territoire et vice-versa. Il y a une énorme diaspora russe en Israël. Quelle est la situation? Quels sont potentiellement les lobbies ou les pressions qui peuvent avoir lieu entre Israël et le Kremlin? État des relations globalement pour Vladimir Poutine? On peut rajouter qu'il y a également une énorme diaspora juive en Iran et qu'il y a des lois en Iran contre l'antisémitisme. Donc, et cette diaspora, aucun problème. Donc, encore une fois, il faut bien faire la différence entre Israël, entre ce que fait Netanyahou et un antisémitisme supposé en Iran qui n'existe pas. C'est faux, c'est un mensonge. De la même manière, même ce à quoi tu faisais allusion, c'est-à-dire que le fait de dire qu'à un moment, il s'agit d'Ahmadinejad qui aurait dit qu'il fallait détruire Israël, c'est pas ce qu'il a dit. Il parlait de, c'était délibérément mal traduit. Il disait pas qu'il fallait détruire Israël. Il disait que c'était, comme je cite, l'entité sioniste devrait disparaître de la surface de la terre. Mais il parlait pas d'Israël en tant qu'État. Et après, ça a été amplifié, déformé. Donc c'est une première chose. Ensuite, en Russie, par exemple, quand on prend les représentants les plus en vue de la communauté juive, il y a Vladimir Soloviev, que je connais, qui, lui, a pris depuis le début, d'ailleurs, la défense des populations gazaouis, et là encore, qui dit qu'Israël l'emmène à la catastrophe. Donc, là, des représentants, parce qu'après, on ne peut pas savoir ce que pensent les gens, en tout cas, des représentants de la communauté juive en Russie sont vent debout contre ce que fait Israël. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu depuis l'opération qui a suivi le 7 octobre, on a eu un retour d'une partie de la communauté juive. J'ai des voisins d'ailleurs qui étaient partis en 2022 et en Israël et qui sont revenus à partir après le 7 octobre de 2023. Et là, effectivement, le flux de retour en fait des juifs russes est en train d'augmenter. Et de ce que je vois, ils ne sont pas du tout contents de ce que fait Netanyahou. C'était pas du tout le plan. Le plan, c'était d'immigrer dans un pays où il fait plus chaud et qui peut présenter un enjeu d'avenir pour les enfants, etc., etc. Donc, encore une fois, la communauté juive, elle suit Vladimir Poutine dans son ensemble. Vladimir Poutine a eu des mots très durs vis-à-vis de ce qu'a fait Netanyahou à Gaza, puisqu'il a comparé ça au siège de Saint-Pétersbourg, où il a perdu un frère, donc siège de Saint-Pétersbourg par l'armée allemande et finlandaise, qui a duré 900 jours, qui a coûté la vie d'1 million de civils, et que les Russes considèrent comme un génocide, où Vladimir Poutine a perdu un frère. Donc, la manière dont la Russie juge la politique de Netanyahou est extrêmement dure. Et je pense qu'elle est approuvée par une large majorité de la communauté juive en Russie, qui n'a pas du tout envie, qui a des proches en Israël et qui n'a pas du tout envie que ça devienne ce que c'est en train de devenir. Je voudrais juste rajouter un petit mot sur ce que vient de dire Xavier par rapport à la communauté juive présente en Iran. Parce que je voudrais tuer un autre mythe, en profiter pour tuer un autre mythe qui est celui qu'on entend beaucoup dans la droite française, les droitards français qui nous disent que le régime des mollahs persécute les chrétiens et toutes les minorités religieuses présentes en Iran.
Donc Xavier a tout à fait raison de dire que la communauté juive qui vit en Iran, non seulement elle est protégée, mais en plus aujourd'hui elle soutient le régime actuel en Iran. Elle l'a déclaré par l'intermédiaire d'un de ses responsables. Mais je voudrais aussi dire que en ce qui concerne la communauté chrétienne, pour m'être rendu en Iran plusieurs fois, j'ai visité des églises catholiques à Téhéran. J'ai même rencontré le nonce qui est présent là-bas. Et c'est pareil, il n'y a pas de persécution en fait. Il n'y a aucune persécution. L'Iran ne persécute pas les minorités religieuses. C'est faux. Voilà. Et ça, je pense que c'est quand même un point important à souligner parce qu'aujourd'hui, on voit qu'en France, il y a cette, c'est rentré dans l'imaginaire collectif de la droite française qui soutiennent justement Israël parce que, comme ce sont des musulmans, les musulmans forcément persécutent les chrétiens. C'est faux. Voilà, je me suis rendu en tout cas pour ma part plusieurs fois en Iran, j'ai vu de mes yeux ce qui se passait là-bas. Il n'y a aucune persécution à l'encontre des minorités et notamment des chrétiens. Eh bien, merci messieurs, c'était absolument passionnant. On se retrouvera donc semaine prochaine dans ce 43e épisode de Divergence. Peut-être toujours sur le même thème, si c'est toujours l'actualité, on verra. En tout cas, effectivement, on n'entend plus parler d'Ukraine. Dans les médias français, ça n'existe plus. Il n'y a plus de Gaza non plus. Alors ça a disparu. Beyrouth non plus. Tout va bien. Il n'y a plus que Israël. Il est coincé dans le rafale. La vidéo était très rigolote. Bon, voilà. Ils nous auront tout fait entre lui, Emmanuel Macron et François Hollande, l'homme exemplaire du générique. Messieurs, bonne fin de week-end et bonne semaine à vous. On se retrouve vendredi prochain. Je rappelle à tous ceux qui veulent vous suivre, Fabrice Sorlin, ton canal Telegram qui est extrêmement suivi de plus en plus et qui est extrêmement pertinent, notamment pas que, mais notamment sur la question qui nous concerne Iran-Israël. Donc dans Telegram, Fabrice Sorlin dans la barre de recherche. Xavier Moreau, on présente même plus. Stratpol sur Telegram. Donc tu as ton émission RT qui est rediffusée dans ton fil d'actualité. Tu as bien entendu tes bulletins hebdomadaires Stratpol. Et puis plein d'autres petites émissions dans lesquelles tu apparais. Alors je t'ai vu sur RT parler justement cette semaine des bandéristes et de ce mythe qui est en train de s'effondrer. On l'a vu dans le monde. Le monde commence à sortir des vidéos où finalement, eh bien écoutez, les héros du monde occidental sont finalement des nazis. C'est triste, hein, incroyable. Quelle news! La surprise est totale. Ah, la surprise est totale. Allez, messieurs, bonne semaine à vous et 1000 fois merci pour cette émission. À la semaine prochaine. Au revoir.